Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Cette semaine, on va faire une version un petit peu plus light. Je vais reprendre une interview de Johan, qui est le fondateur du média Tennis Légende, et une interview de Maxime Cressy, le franco-américain, qui est paru sur le site internet. L'interview a été réalisée pendant le dernier Roland-Garros 2022 avec le serveur volleyeur. Je vais commencer par l'intro de Johan et reprendre ses questions. Peut-être que vous n'avez pas vu passer ce contenu, ça sera l'occasion d'avoir un épisode un petit peu plus light cette semaine et de repartir de l'avant avec un invité de renom pour cette seconde semaine de Wimbledon 2022. Donc sans plus attendre, c'est parti avec Maxime, donc à 25 ans, génération 97, le numéro 45e mondial. Maxime Cressy a un lourd héritage à porter sur ses épaules. Il est l'unique joueur dans le top 100 à faire 100% service volé sur toutes les surfaces et un des derniers représentants dans le monde professionnel d'un style de jeu en voie de disparition. Né à Paris, ce joueur d'1m98 pour 84 kg possède la double nationalité franco-américaine et y joue sous les couleurs du drapeau étoilé. Maxime Cressy a vécu 16 ans en France avant de partir aux États-Unis et il fait partie des pros issus du championnat universitaire américain où il a explosé tennistiquement dans la prestigieuse faculté de Los Angeles, UCLA. Arrivé avec le statut de remplaçant à 1-6, puis 0, il a terminé son cursus parmi les meilleurs joueurs du pays avant de se frayer en 2 ans et demi seulement, qui plus est pendant la période Covid, un chemin au sein des 100 meilleurs tennisman du monde. Tennis Légende a rencontré Maxime Cressy à Roland-Garros. C'est parti pour cet entretien. Donc, première question, depuis l'Open d'Australie, tu as eu énormément de défaites accrochées, de matchs qui n'ont pas tourné dans ton sens. Comment analyses-tu cela ? J'ai peut-être eu un peu trop de satisfaction personnelle par rapport à ce que j'ai accompli en Australie. 8e de finale contre Daniil Medvedev. Après, ça fait partie du tennis. J'ai expérimenté des hauts et des bas plusieurs fois dans ma carrière. Et je pense que ce bas fait partie du processus. Il faut que je l'accepte et que j'ai une attitude optimiste. Il faut toujours y croire. Le plus important pendant les bas est de rester focalisé sur où je veux aller avec le service volé et d'être persistant. Justement, je rebondis juste sur le hors-série qu'on a fait sur l'Open d'Australie avec Fabrice Barrault, qui voyait Maxime Cressy s'installer assez rapidement dans les 10 meilleurs joueurs du monde, parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Et c'est vrai que depuis, ses résultats ont été un peu en demi-teinte. J'ai d'ailleurs charrié Fabrice pas mal sur ses prédictions depuis. Mais toujours est-il que Maxime est en train de renaître un petit peu en cette deuxième partie de saison et Master Fabs Barrault n'avait pas tout à fait tort, donc bon voilà, nous verrons ce que l'avenir nous dira. Où veux-tu aller ? Je veux gagner des grands chelems en faisant service volé et devenir numéro 1 mondial, c'est ce que je visualise. Ce n'est plus l'ère du service volé, qu'est-ce qui te fait penser si fort que tu peux y arriver ? Je crois en la visualisation, je crois que tout est possible. Si tu te mets en tête quelque chose et que tu continues d'y croire, peu importe ce qu'il arrive, cela finit par se produire. Je rebondis également sur la visualisation. Il y a un épisode que j'ai tourné avec Jérôme Enel qui est sorti il y a quelques mois où Jérôme nous raconte la manière dont il a mis en place la visualisation lors de son match contre André Agassi à Roland-Garros quand il l'a battu au premier tour, puis lorsqu'il a gagné son premier et seul et unique ATP 250 de Metz en Moselle, qui étaient des matchs qu'il n'avait pas l'habitude de jouer et pendant lesquels il avait énormément pratiqué la visualisation. Donc je suis allé voir Jérôme, le rencontrer, pour qu'il nous transmette sa manière de pratiquer la visualisation et qu'on puisse, nous, joueurs de club, plus ou moins bien classés, la pratiquer à notre tour et se mettre dans cette bulle dont parle Maxime Cressy, dont nous a parlé Jérôme. Voilà, ce contenu est à venir sous format masterclass. Je rebondis uniquement sur les propos de Maxime Cressy et on enchaîne avec la suite. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, au même titre que ça m'aide énormément. J'ai repris les tournois là depuis peu et je vous avoue que ça fait un bien fou, vraiment. Où en suis-je ? Ce n'est pas ta surface de prédilection, mais aimes-tu la terre battue ? De mieux en mieux, j'ai joué sur terre quand j'étais plus jeune, mais à partir de 17-18 ans, à l'université, je n'ai jamais joué sur terre pendant 5 ans. En futur, je n'ai pas fait de tournoi sur terre, j'étais direct top 200 quand j'ai commencé mes premiers tournois sur cette surface. Entre un service volé sur terre et sur dur, quelles vont être les différences ? Je travaille
plus les zones et les effets sur terre. Je fais plus de kick et de slift, slice lifté. Sur dur, je serre à plat. Le retour service volé est plus difficile. Je dois discuter avec mon équipe pour pouvoir adapter mon jeu sur la surface, sur les jeux de retour. Il faut que j'arrive à mixer l'agression et l'attente. Sur terre, si je suis trop agressif, le joueur me contre et j'ai moins de temps de m'organiser. Je suis perfectionniste, je veux être un top player sur toutes les surfaces, mais je dois être plus indulgent avec moi-même, moins dur et accepter que la terre ne soit pas la meilleure surface pour moi dans ma carrière. Mentalement, quand tu te trouves engagé dans un échange, il se passe quoi? Excellente question, Johan. En ce moment, quand je me retrouve engagé dans un échange, je ne suis pas assez à l'aise. Je suis trop, entre guillemets, il faut que je monte au filet. Si je veux arriver dans le top 10, il faut que je sois un très bon joueur de fond de cours. La difficulté est de travailler quelque chose qui va me permettre d'évoluer mon jeu, tout en gardant le service volé. C'est la prochaine étape pour moi. Quand tu te fais passer au filet, arrives-tu à te dire ce n'est pas grave, c'est juste un point? Beaucoup de joueurs sont démoralisés et ne montent plus quand ils viennent au filet et se font trouer. Absolument, je peux me reconnaître parfois là-dedans. Si un joueur réussit un super passing, il doit le refaire encore et encore et encore pour me battre. Il doit le faire 4 fois par jeu pour me breaker, c'est ma mentalité. Mais si je peux encore améliorer ma couverture au filet, ma première volée, mon service, j'ai le sentiment que je peux devenir imbreakable sur n'importe quelle surface. Un conseil pour un serveur volleyeur sur terre? Sur terre, je dirais, accepte de te faire plus retourner, accepte de faire plus de volets et continue d'y croire aussi, ne remets pas en question le service volé, même sur terre. Tu parles souvent de croyance, de visualisation, de confiance en soi. Tu bosses cela comment? Je lis des bouquins sur le mental et j'applique les exos de visualisation qu'ils proposent. Je fais de la méditation et des affirmations aussi. Une affirmation, c'est une phrase pour me booster, pour dire je vais y arriver, et de me répéter ça tous les jours malgré les défaites, malgré les hauts et les bas. Je n'ai pas de préparateur mental, je parle beaucoup du mental avec mes entraîneurs, Romain Sichez et Armand Dacour. Donc j'estime qu'ils sont aussi des coachs dans ce domaine, on parle presque plus du mental que du tennis. Ça fait quoi d'être le dernier représentant des serveurs volleyeurs? Très difficile car il faut accepter d'être différent et y croire malgré le fait que 99% des gens n'y croient pas, mais c'est possible. Quand on pense à Edberg, Sampras, Rafter, McEnroe, t'as quand même un lourd héritage à porter sur tes épaules. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai de l'ambition avec le service volé, de gagner des grands chelems et de continuer la tradition. Tu restes encore peu connu du public français malgré ton parcours à l'Open d'Australie. D'ailleurs, tu joues sous le drapeau américain. Je ne suis pas sûr qu'une personne qui découvre le tennis aujourd'hui sache que tu es également français. Peux-tu revenir sur ton parcours? Je suis né à Paris, j'ai commencé le tennis à 5 ans et je jouais au Lagardère Paris Racing. J'ai joué de 5 à 16 ans en France, j'étais 1-6 à 16 ans, mais je ne faisais plus partie des meilleurs à cet âge-là. J'étais en pôle espoir à Bouloris de 12 à 16 ans. Tu faisais déjà service volé? J'ai fait service volé à partir de 14 ans, c'était quelque chose qui me faisait kiffer, donc j'ai voulu le faire. J'étais un joueur de fond de cours, à un moment j'ai fait service volé pour le fun, et j'ai kiffé, depuis je n'ai plus arrêté. Donc à 14 ans en pôle espoir, t'arrives à l'entraînement un jour et tu te dis, je veux faire service volé. Mes coachs n'étaient pas d'accord, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Pendant 2 ans, ils m'ont fait bosser service volé, mais c'était difficile, car je n'avais pas de résultats, cela prenait du temps. Je prenais du plaisir, mais ça ne payait pas. Je n'ai pas trop progressé au classement, j'ai fait 3-6, 2-6 et 2-6, 1-6. À 16 ans, tu choisis de partir aux États-Unis pour le tennis ou les études? Pour les études, je suis allé à Los Angeles. Je suis allé dans une académie pour me préparer à l'université où j'ai été recruté par UCLA, l'université numéro 2 au classement dans le pays, pour être un joueur de double. J'ai été assimilé à 0, mais ce sont des mecs à -15, -30 qui jouent en simple. J'ai commencé le simple ma 2e année là-bas. La première année, soit j'étais remplaçant, soit je jouais le double. Il y avait 9-10 joueurs dans l'équipe et j'étais l'un des derniers en simple. En arrivant là-bas, tu progresses immédiatement. J'avais la volonté de jouer, c'est ce qui m'a donné ce feu en moi pour progresser. La dernière année, j'ai fini meilleur joueur en simple et en double. Quelle est la formule d'une rencontre universitaire? Il y a 6 simples et 3 doubles. Les matchs se jouent en 2 sets gagnants. Dans une université comme UCLA, quel est ton statut social en tant que joueur de tennis par rapport à un quarterback par exemple? On est assez réputé, mais moins que les autres sports malheureusement. Le tennis est moins réputé que le basket, le baseball ou le foot américain. Il y avait quand même beaucoup de monde dans les tribunes.
As-tu des anecdotes sur des matchs chauds? Dans la même année, j'ai gagné des matchs décisifs contre la fac rivale USC, University of Southern California. T'as tous les gens des deux universités qui sont là à te regarder, à te supporter, et des centaines de spectateurs. Quand tu gagnes, tous tes partenaires viennent sur toi. C'est une ambiance à la sauvage ou bon esprit? Un peu à la sauvage. Il y a beaucoup de trash talk, mais cela ne me rentrait pas dans la tête. D'ailleurs, il y avait du trash talking avec Arthur Hinderknecht qui était à Texas A&M. Il faisait du trash talking sur moi pendant le match contre le Texas. On en discute parfois, c'est marrant. Tu étais du genre à trash talk. Donc trash talk, c'est parler un peu salement. Hein. Je ne le faisais pas beaucoup, j'étais assez calme. Il y a des joueurs réputés pour parler énormément? Oui, beaucoup, surtout contre les équipes rivales, c'était assez intense. Quand tu joues en division 1, l'équipe se déplace partout aux États-Unis? Partout, oui. Quand tu es une grande équipe, tu as moins besoin de te déplacer, les autres équipes viennent vers toi en général, on a le pouvoir de recevoir, c'est un avantage. On voyageait un peu moins euh, comme on était numéro 2 du pays. Est-ce que la légende des déplacements en jet est vraie? Non, pas en jet, dommage, on était en économie, même pas en business. Y a-t-il une légende du championnat universitaire américain? Steve Johnson, il a un énorme record, il a gagné je crois 70 matchs d'affilée en simple. La stache de Steve. Et toi, tes records, en double, j'ai fait une saison où on a été imbattable. Fais-tu le circuit de double? Pas beaucoup, mais je vais commencer à en faire. Je joue avec Feliciano Lopez là. Il m'a contacté sur Insta pour me demander. Comme quoi, les mecs se croisent sur le circuit, mais finalement se parlent aussi sur Insta. C'est compliqué de s'investir à fond en simple et en double sur le circuit. Penses-tu que tu peux le faire? Je pense que c'est bien de faire les deux pour la confiance, pour enchaîner des matchs. Il y a des rencontres après l'Open d'Australie où j'ai perdu difficilement parce que je n'avais pas assez de matchs dans les jambes. Si j'avais fait un peu de double, cela m'aurait donné, je pense, cette confiance que je recherche. Je pense à l'exemple de Kristina Mladenovic qui gagne énormément en double, mais qui a du mal à transférer cette confiance en simple. Cette dernière phrase était une question, hein, je préfère vous le préciser, je mets pas forcément l'intonation. Dans ma carrière, cela m'a aidé de faire du double. Les victoires en double m'ont donné confiance en simple. C'est quand même du service volé. Autre question. Après l'université, quelle a été ta progression pour arriver où tu en es aujourd'hui? Quand j'ai commencé le circuit, je devais être 600e mondial et je suis monté 170 en 5 mois. Les 2 mois suivants, je suis arrivé à 160. Il y a eu le Covid ensuite, c'était dur. Cela fait seulement que 2 ans et demi que je suis sur le circuit, mais il y a eu le Covid dans ce laps de temps. Tu as des petites anecdotes sur les tournois futurs ou Challenger? J'ai gagné un tournoi futur en double aux États-Unis et je devais faire le même jour les qualifs d'un autre tournoi. J'arrive en finale du double, je dois prendre la voiture pour aller sur l'autre tournoi, jouer le premier tour de qualif, puis je reviens pour faire la finale, je gagne le double et je repars pour faire le deuxième tour des qualifications. Il y avait 2-3 heures de bagnole à chaque fois. Tu as encore très peu d'expérience sur gazon. Ceci est une question-affirmation également. Je n'ai joué que 3 tournois sur gazon l'année dernière, je n'avais jamais joué dessus avant, j'ai adoré, c'est parfait pour le service volé, c'est de loin ma surface préférée, mais les coups en dur sont bons pour mon jeu aussi. Merci Maxime, on espère te voir briller à Wimbledon. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode qui sera assez court cette semaine. Ça me permet aussi de faire un petit break mérité, ma foi. Ça n'empêche que je vous mets à contribution comme d'habitude. On vient de passer les 700 notes sur Apple Podcast. C'est quand même ce qui s'appelle une belle journey, comme diraient les Américains. 700 notes si on m'avait dit dès le départ, mais voilà. Ne nous arrêtons pas là, ne relâchons pas les efforts au deuxième trimestre. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est possible de le faire depuis un petit moment. Ça aide comme jamais à faire connaître le podcast et à avoir de très beaux invités à terme qui vont continuer de nous et vous faire kiffer. Je vais trouver un des derniers commentaires à lire, hein, comme d'habitude. Laissez-moi chercher 2 secondes. Hop. Si vous êtes sur YouTube, comme d'habitude, mettez-nous un like ainsi qu'un commentaire. Mais le commentaire vaut sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Enfin, surtout Apple Podcast. Voilà, comme d'habitude, ça sert le référencement et ça permet de diffuser de manière plus large le travail. C'est une manière de nous soutenir, de se sentir soutenu et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc je vais lire le commentaire de Damiano Berrouetti,
qui m'a écrit jamais 203, comme quoi il est possible de laisser 2, 3, voire 15 commentaires si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est la troisième, mais cela le mérite, de nouveaux invités, tellement avec un coup de cœur pour Rémi Barbarin, peut-être parce que c'est un collègue, tellement de tips à piocher de l'ensemble des invités intéressants et riches, Caroline Martin, Tony Nadal, Florian le kiné. Dommage de ne pas avoir plus de temps pour le mettre davantage en pratique. En bonus, le passage récurrent de la SBAR, toujours sympathique, on en redemande. Merci Damiano et Rémi Barbarin, pour ceux qui ne connaissent pas, a quand même coaché physiquement et tennistiquement Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Michael Yodra et Gaël Monfils. C'est du très lourd foncé. J'ai un énorme coup de cœur pour cet épisode. Voilà. Merci, comme chaque semaine, à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif. Le podcast me prend un temps plein. Je suis à fond les ballons sur ce projet qui ne me permet pas encore de pleinement vivre. Donc voilà, chacun à sa manière peut mettre un petit peu d'argent au pot à hauteur de 2 euros par mois, soit un café ou plus. Voilà, c'est une manière de soutenir ce travail, de me pousser à continuer, de le pérenniser dans le temps. Et vraiment, à la fin du mois, ça fait une énorme différence. Donc, si ta carrière de joueur est derrière toi, que les masterclass ne t'intéressent pas, les stages et compagnie, voilà, Tipeee, c'est un moyen formidable de m'aider à continuer. Donc, par avance, un immense merci de contribuer là-dessus. Il suffit de taper T-I-P-E-E-E, donc avec 3 E, espace tennis, légende podcast dans Google, et ça sera très facile à trouver. Voilà les légendes. Merci à toutes les personnes qui continuent de m'écrire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou Instagram, Max_Zamora_TL. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr. Et l'été approche, on va faire quelques rediffs des meilleurs épisodes au mois d'août. J'ai encore un très bel épisode qui arrive la semaine prochaine. Mais en attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne tournée de tournoi si vous matchez cet été. Prenez soin de vous, envoyez des likes, des commentaires et tout ce qu'on aime. N'oubliez pas le bouche à oreille, encore et toujours. Envoyez les épisodes aux personnes à qui ça peut plaire, relancez-les, abonnez-les directement sur leur téléphone. Et aussi, inscrivez-vous à la newsletter, puisque la newsletter, je vous envoie une fois par semaine le conseil numéro 1 des invités du podcast en termes de coaching sur le terrain, que ce soit ce que les coachs des invités leur ont transmis ou ce que les invités eux-mêmes ont compris à travers leur carrière. C'est une sorte de formation continue. Ça vous permet de progresser dans votre jeu puisque c'est applicable directement dès votre prochain entraînement, votre prochain match. Personnellement, ça m'aide énormément. Et en vous inscrivant à la newsletter, voilà, ça nous permet c'est comme une petite piqûre de rappel. Si vous oubliez d'écouter le podcast, par mail, vous voyez passer le dernier épisode. Et plus il y a de monde inscrit à cette newsletter, plus ça nous permet de faire connaître l'épisode. Et à terme, voilà, de peser un petit peu plus pour aller aussi voir des marques, gérer des partenariats et développer tout un écosystème autour du podcast. Donc voilà, vous inscrire à la newsletter nous donne un coup de pouce supplémentaire. Je le mets en premier lien dans la description. Et je dois l'admettre, tout le monde est content. Voilà, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.